Si on réduit l'espace travail, appelons ça comme ça, parce qu'il y a à un lieu simplement fonctionnel dans lequel on vient pour travailler, ça appauvrit finalement énormément ce que nous sommes en tant que travailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que le piège dans lequel on se met en se disant « je vais gagner en confort de vie », ce qui est vrai, en fait, on le perd en se disant « mais finalement, si tu es juste là pour exécuter la bonne conduite de ton projet ou exécuter ou produire un document, finalement, on perd ta personnalité, la singularité de ta contribution à l'entreprise, ton intelligence sociale qui fait que tu vas, par ta simple présence, constituer des groupes, être créatif, développer des idées nouvelles auprès de tes collègues. Bref, en fait, on perd ce qui fait de nous notre singularité, notre place dans l'entreprise. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Hélène Subrémond de Saint-Gobain Distribution. Elle va vous raconter ce que c'est, elle est sociologue. Aujourd'hui on va parler de ce que c'est qu'être une sociologue et de mettre des sciences humaines dans un grand groupe comme Saint-Gobain. On va aussi évidemment parler de management et moi je suis très curieux de savoir ce qui se passe avec le télétravail et les grandes modifications liées au Covid. Et puis j'ai très envie aussi qu'on parle avec elle de RH et de comment est-ce qu'on est à la fois dans l'analyse et complètement sur le terrain. Salut Hélène, bienvenue pour l'interview avec moi aujourd'hui. Et je suis très content que tu sois avec moi. Est-ce que tu veux bien te présenter à nous ? Je m'appelle Hélène Subrémond. Je suis directrice expérience collaborateur à Saint-Gobain Distribution et je suis sociologue en entreprise. Alors Saint-Gobain Distribution, juste pour les gens, on connaît tous, je crois, Saint-Gobain, mais en gros, qu'est-ce que ça fait dans Saint-Gobain ? Alors, Saint-Gobain, d'abord, c'est une grande entreprise multinationale française qui a une grande partie de son activité spécialisée dans l'industrie. Ouais. Et moi, je suis dans une de ces filiales françaises qui s'occupe de distribuer, de vendre des matériaux de construction principalement à des artisans et aux professionnels du bâtiment. Voilà, tout le monde connaît Point P, je pense, tout le monde connaît Point qui est la marque un peu phare de Saint-Gobain. Ouais. Et donc toi, tu es arrivé chez Saint-Gobain il y a quelques années maintenant ? Il y a 6 ans. Ouais. Je suis arrivée il y a 6 ans à Saint-Gobain sur un autre poste. Je suis arrivée à la direction de la recherche et dans un centre de recherche qui s'appelle Saint-Gobain Recherche en tant que sociologue de l'habitat. Et voilà, moi je voulais commencer par ça parce que je fréquente plein de managers de toutes les origines, mais des gens qui viennent de la sociologie, il n'y en a pas tant. En fait, ça me paraît pas illogique que dans une entreprise. Ouais. Mais alors, toi, tu es sociologue, donc tu as fait des études de sociologie. Je suis docteur en sociologie. J'ai fait une thèse en sociologie en entreprise, dans l'entreprise EDF. Et puis, j'ai eu un début de carrière à l'université. J'ai poursuivi mon champ de recherche, qui était à l'époque la transition énergétique, du point de vue des habitants, du point de vue des usagers. Et en 2015, je me suis fait embaucher par Saint-Gobain Recherche, donc, en tant que sociologue, avec dans l'idée de mettre un peu plus d'humain ou un peu plus d'utilisateurs, de dimension des occupants des bâtiments dans leur processus d'innovation, qui était totalement absent. D'accord, c'est ça qui est marrant, c'est que Saint-Gobain, donc, ils participent à la fabrication des bâtiments, ils ne les fabriquent pas eux-mêmes, mais ils participent à la fabrication, et ils se disent, on va participer à des bâtiments qui doivent avoir plus d'humains dedans, donc il faut des gens qui essayent de comprendre les humains, et donc pourquoi pas un sociologue ? Oui, c'est arrivé en même temps, en fait en même temps qu'on m'a embauché moi, on a embauché des designers dans la même veine, avec dans l'idée de se dire finalement, notre processus d'innovation, il ne peut pas fonctionner si on est technico-technique, il faut qu'on intègre d'autres dimensions, d'autres disciplines, et c'est comme ça qu'on est arrivé en 2015. Et du coup, toi, tu as été séduite par ce discours-là, c'est ça qui t'a fait sortir de l'université pour aller vers Saint-Gobain ? Voilà, il y a plein de choses qui m'ont fait sortir de l'université. Mais notamment ça, tu t'es dit, c'est intéressant d'aller dans ce genre d'entreprise. Ouais, parce que la dimension première qui m'a vraiment séduite dans cette démarche-là, c'est que j'avais envie de passer à l'action. Ah oui. Et que l'université, c'est un lieu que j'ai adoré, que j'ai jamais retrouvé ailleurs, cette stimulation intellectuelle d'idées, de rencontres, etc. En revanche, c'est pas le lieu du passage à l'action, et c'est ce que m'a permis mon passage en entreprise. Ouais, bah c'est cool. Et du coup, moi je trouve ça hyper intéressant parce que je suis tout le temps en train de dire, les gens parlent de l'entreprise, tu sais, parfois d'ailleurs un peu négativement, en disant c'est un lieu de l'exploitation, etc. Moi, je trouve surtout que c'est un lieu social, en fait, c'est un groupe social, alors tout petit quand c'est des toutes petites boîtes et très très grand, je ne sais pas combien il y a de personnes chez Saint-Gobain, mais ça doit être des dizaines de milliers. Et donc du coup, c'est des groupes sociaux qui sont importants. Et je trouve qu'on les regarde beaucoup comme des organismes qui produisent, mais on oublie un peu que derrière, c'est un groupe humain, en fait, et c'est un groupe humain assez extraordinaire, puisqu'il a, comme tu dis, de l'action et il produit quelque chose. Oui, et je trouve que ce qui est intéressant dans cette dimension, même si évidemment l'équipe
en sciences sociales et design qui existe encore aujourd'hui, même si moi je l'ai quittée. Elle est évidemment toute petite et par rapport Bien sûr, ouais. à l'univers très ingénieur du monde de Saint-Gobain, mais moi je trouve que c'est aussi l'expression d'une organisation qui est prête à se remettre en question. Ouais, je trouve ça Finalement, intéressant. d'intégrer dans son sein et de ne pas le prendre en prestataire extérieur, par exemple. Ce que font beaucoup d'entreprises. Ouais, Finalement, les sociologues, les designers, ils sont très présents en entreprise, mais ils sont présents principalement par la consultance ou la prestation. Là. Non, c'est pas grave, mais c'est pas le même enjeu, tu vois. Non, oui. C'est déjà vachement bien, mais c'est pas le même enjeu que de l'intégrer dans son sein et de je suis considérer qu'on intègre cette compétence comme étant une des compétences disponibles. Et je trouve que c'est aussi l'expression d'une entreprise qui se dit la pensée de l'ingénieur ne peut pas tout, elle a aussi ses limites et on vient y apporter d'autres façons de penser en intégrant d'autres compétences, dont les sociologues et les designers. Ouais, et quand on s'est rencontrés, tu n'étais déjà plus dans la partie recherche. Tu étais passé vraiment encore plus dans la partie opérationnelle de Saint-Gobain. Ouais. Et moi, j'avoue que quand on s'est rencontrés, donc il y avait 2 personnes qui venaient vraiment de l'opérationnel, qui avaient été formées à ça et qui avaient fait leur travail, leur début de carrière dans la distrib et tout ça. Et on me dit, tu verras à la réunion, il y a une certaine Hélène qui est sociologue. Et moi, j'étais assez surpris parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Et en même temps assez séduit parce que nous, évidemment, on essaye de mobiliser les gens, c'est-à-dire de leur faire des choses ensemble. Et je me suis dit, quelle chance on a d'avoir cette ressource-là avec nous, de quelqu'un qui connaît, qui va regarder les gens autrement. Et je trouve que, moi, j'étais assez séduit par cette idée-là. Après, je trouve que moi, mon sentiment, c'est que c'est des entreprises, c'est tellement rare d'avoir des gens comme toi. Je me suis posé la question, tiens, c'est super sur le papier, et comment j'arrive à bénéficier de ce que cette femme connaît, comprend, et la façon dont tu regardes le monde, quoi. Oui, moi je trouve que c'est une grande chance d'avoir cette expérience-là en tant que sociologue en entreprise. J'ai été pendant très longtemps un peu un ovni, mais de moins en moins, probablement aussi parce que je me suis rapprochée du business et de notre cœur d'activité. La difficulté, ou en tout cas les contraintes de déploiement de mon activité que je vois, c'est principalement parce que, et je le dis avec beaucoup de bienveillance, parce qu'en fait, me solliciter ou m'embarquer dans un projet, c'est décider d'être dans l'effort et pas dans la facilité de penser. Parce qu'on va comprendre, parce qu'on va avoir des données, parce qu'on va avoir de l'analyse. On va décortiquer, on va aller regarder des discours dissonants, on va se remettre en question, on va mettre un peu les choses à plat. Et en fait, en préparant un peu quand même notre échange d'aujourd'hui, je me suis dit finalement, moi ce que je propose, c'est 2 choses, un peu de maïeutique finalement, c'est-à-dire décider qu'on ne va pas directement de la question à la solution, mais on est dans l'interrogation, dans l'échange, à essayer de décortiquer les sujets, à essayer de vraiment identifier quels sont les vrais enjeux. Et ça paraît pas évident en fait. Nous qui sommes baignés en sciences humaines, c'est notre façon de fonctionner, mais en entreprise où on est beaucoup plus évalué sur les résultats, prendre le temps d'identifier les enjeux, les tenants et les aboutissants, etc., ça semble être une perte de temps parfois. Ouais. Et on est très court terme dans les entreprises. Et on est très court terme. Beaucoup trop, et donc on ne prend pas ce temps-là, d'accord. Et la deuxième chose que moi je propose, et qui est liée à la première, c'est l'investigation. C'est-à-dire qu'en fait, de se dire, on va prendre le temps de l'investigation, d'aller interroger les gens, d'aller sur le terrain, de s'imprégner, de prendre le temps de faire le tour du sujet en y intégrant toutes les parties prenantes et toutes celles et ceux qui sont concernés. Donc c'est beaucoup de temps sur le terrain. Beaucoup moins de temps en chambre, entre guillemets, ce qui est souvent le cas des métiers de siège. Et ça, c'est un deuxième effort. C'est du temps. Encore une fois, c'est possiblement de la contradiction. C'est possiblement la remise en question d'un certain nombre de certitudes. Et voilà. Et d'un côté, on est dans les entreprises, on est très évalué sur les résultats, pas beaucoup sur les moyens qu'on mobilise pour y arriver. Et on doit être très empreint de certitude, parce que c'est comme ça aussi qu'on fait avancer les projets, etc., qu'on embarque, qui semblerait qu'on embarque les équipes, et on est moins dans la consultation, dans l'interrogation. Oui, moi, c'est ça que je propose. D'ailleurs, on vend un modèle de leadership en entreprise qui est très basé sur la capacité oratoire, une espèce de grandeur du discours, de charisme, de naturel. Charisme, etc. C'est-à-dire, on rêve d'Obama dans les entreprises. Je dis pas que c'est complètement inutile d'avoir cette capacité-là, mais c'est vrai que moi, je suis fasciné, un peu inquiet
de ce que l'entreprise peine à avoir des temps de réflexion. Ouais. Et j'étais en train de me dire que toutes les entreprises n'auront pas une sociologue, et soit parce qu'elles sont trop petites, soit parce que c'est très loin d'eux. Ouais. Mais je pense que les managers qui nous écoutent ou qui nous regardent doivent comprendre que sans être sociologue, déjà, prendre le temps de regarder, ce serait ça la méthode sociologue d'aborder les choses, ou universitaire, prendre le temps de regarder, de comprendre et de dialoguer pour prendre une décision plus saine, ce serait le début de quelque chose de plus riche dans une entreprise. Et je pense qu'un manager, s'il en a la volonté, il peut le faire même sans un apport extérieur. Ça sera moins bien, mais ça peut être utile. Et moi, je pense qu'aussi ce qui a rendu quand même mon arrivée à Saint-Gobain Distribution favorable, et c'est pas pour en faire sa pub, mais je pense que c'est aussi un moment de l'organisation où ça a été possible. C'est notre patron, Patrice Richard, qui a lancé toute l'organisation dans une démarche de vision partagée qui s'appelle Ambition. Bon. Et qui, justement, interroge cette question du leadership. De se dire, finalement, un patron, c'est pas quelqu'un qui, évidemment, du charisme et qui décide tout seul, parce que en fait, on a toutes les chances de se planter. On n'est pas comme ça, un espèce de visionnaire avec une chance infuse. Mais ça se passe dans la co-construction et l'engagement individuel. Qui serait un peu trop long à expliquer là tout de suite, mais en réalité, c'est d'intégrer aussi les 23 000 collaborateurs en France pour se dire on a chacun un rôle à jouer dans la transformation de notre entreprise. Et donc, en ayant ces allers-retours entre la tête et les jambes, ça m'a plutôt ouvert des portes, même si c'est un travail quotidien et que... Comme tu disais, vous n'êtes pas nombreux et la boîte est gigantesque. Voilà. On a des habitudes qui sont ancrées depuis des Voilà. décennies. Ouais. Et c'est marrant parce que nous, on a pris l'habitude depuis qu'on se connaît d'aller discuter. Alors c'est souvent sur les quais de Seine, vous nous croiserez peut-être. Il faut quand même avoir un peu de chance. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'à chaque fois, on essaie justement de ne pas philosopher, c'est-à-dire de ne pas être dans un rapport complètement théorique de l'entreprise. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ton regard, justement, c'est à travers la façon dont tu regardes l'entreprise, c'est que je me dis, effectivement, l'entreprise est un monde qui va trop vite et qui a été un peu trop loin pour être encore efficace. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il l'a fait pour être efficace. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui ont accéléré dans l'espoir d'être les meilleurs que leurs concurrents, les meilleurs sur le marché, les meilleurs... Et en faisant ça, pour moi, elles sont passées un peu au-delà du truc. Et j'ai un peu en tête cette mission que tu as faite il y a quelques mois. Je pense qu'on peut parler d'elle parce que c'était super avec Sybille, qui est donc une patronne d'une des unités là, de Saint-Gobain Distribution. Et où justement, j'avais le sentiment qu'ils étaient tous très compétents, mais enfermés dans leur vitesse. Et que tu as essayé juste de les aider à ralentir un peu, à regarder ce qu'ils étaient en train de faire. Quoi. Il m'a semblé que c'était presque que ça, mais dans le monde aussi frénétique, c'est énorme en fait. Bah oui, bien souvent, et sans réduire mon intervention, bien souvent, mon job, c'est d'être un peu un effet miroir. C'est en fait de prendre le temps de se regarder, mais vraiment tel que l'on est. Et dans les jeux de pouvoir, d'influence, qui peut y avoir dans une organisation, en particulier là, avec Sybille et ses cadres dirigeants, finalement, c'est pas toujours facile de se regarder comme on est sans être trop partisan. Moi, ma chance d'être dans l'organisation, mais jamais la société... C'est pas celle qui décide de l'action qui va être faite le lendemain. C'est ça. Moi, je fais pas partie de leur comité de direction, mais je fais partie de leur comité de l'organisation. Donc, je les connais à la fois assez bien, mais je suis pas partisane de leur jeu d'influence et de pouvoir. Donc, moi, ma proposition là, ça avait été vraiment de faire un effet miroir, et à Sybille, qui est la DG de l'organisation, et à ses dirigeants, pour leur dire... Votre objectif, c'est d'aller là-bas. Prenez déjà conscience de qui vous êtes et de comment vous fonctionnez, comment vous travaillez ensemble. Et je te fais un peu parler là-dessus parce que ça me paraît évident et en même temps complètement absurde. Parce qu'en fait, si je prends l'exemple de Sybille, c'est quelqu'un que moi j'ai compris comme étant compétente, qui met de l'énergie à faire avancer les choses, qui les fait avancer, mais au bout d'un moment, elle en met tellement qu'elle avance presque plus parce qu'elle va trop vite et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'arriver à se dire, attends, c'est pas parce que je m'arrête pour regarder que je ralentis. Et c'est bizarre, hein, c'est pas parce que je m'arrête que je ralentis. C'est ça qui est incroyable. Oui, quand l'idée tout à l'heure de la maïotique et de l'investigation, c'était ça. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'à décortiquer, à se poser des questions, à poser les vrais enjeux, est-ce qu'on perd du temps ou on en gagne Et c'est pas toujours ce qui est toujours... facile quand on fait appel à moi. Mais je trouve que la démarche, en tout cas, que Sybille a proposée, elle est elle-même prise
finalement, dans une espèce de rouleau compresseur de l'organisation, les résultats, le chiffre, la rapidité, une activité qui, en plus de ça, depuis 2 ans, est extrêmement importante avec des équipes qui sont méga mobilisées. Ouais, Et parce que c'est aussi elle, je dois reconnaître aussi que là, pour le coup, elle incarne quelque chose. Elle est malgré tout toujours dans la réflexivité, l'interrogation sur elle-même, sur la façon dont elle conduit ses troupes, etc., etc. Et en fait, c'est cette tension-là qui a permis elle me sollicite, qu'elle me fasse confiance et qu'il reçoive mon diagnostic, d'une certaine manière, ou mon analyse, avec sincérité, confiance, et voilà. Et du coup, c'est ça. Moi, je voudrais que ceux qui, encore une fois, les managers qui n'auront pas accès à quelqu'un comme toi, peuvent comprendre que c'est pas forcément en allant plus vite qu'on accélère, ou je sais pas comment on peut faire la phrase, tu vois, mais il y a un truc comme ça, c'est que vraiment, notamment dans des mondes, si vous avez le sentiment d'être dans une entreprise qui va très très vite, ou dans une organisation, dans une société qui va très très vite, elle a probablement passé son point optimum, c'est-à-dire qu'elle va probablement trop vite. Et moi, j'ai une petite image dans ces cas-là, tu sais, c'est l'image du moteur à explosion dont on se dirait « Ah, on va très très vite parce que ça fait beaucoup de bruit ». En fait, ça fait beaucoup de bruit parce qu'on n'a pas le bon rapport. On est à 130 sur l'autoroute, mais en 3e. Et donc, on se dit, la voiture, elle va péter bientôt. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ce bruit qu'on fait en allant très vite, il est assourdissant. C'est-à-dire que les gens disent, ah, mais c'est bon, je suis à fond, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se poser pour se rendre compte qu'on peut passer la 4e, garder la même vitesse et s'apaiser, ou encore plus passer la 5e. Sans esquinter ta machine, par ailleurs. Exactement, en plus, on l'a... en l'usant beaucoup moins, bien sûr. Donc, il faut faire descendre les tours et ne pas regarder une entreprise qu'au contour, qu'au bruit qu'elle fait. Et je trouve que ça, c'est intéressant pour les managers de se dire, c'est super d'avoir une sociologue quand on est chez Saint-Gobain, mais quand on n'en a pas, c'est super de garder l'idée que oui, quand même, se poser et questionner ce qu'on est en train de faire, ça aide. Et j'aurais envie de rajouter, parce que c'est vrai que, tu vois, quand on est cadre dirigeant, on est toujours dans cette pression de la prise de décision. Finalement, de s'interroger si la meilleure des décisions, est-ce que c'est celle que tu vas prendre rapidement dans la réactivité, peut-être en situation de crise, on l'a vu depuis 2 ans, probablement dans certaines situations de crise, ou est-ce que c'est celle qui sera peut-être pas la meilleure des solutions, mais sera celle qui sera acceptée par tous. Oui, bien sûr. Tu vois, ça, c'est des choses qu'on connaît dans le management, mais qui, malgré tout, se dire, la décision qui est portée par tout le monde, c'est peut-être pas la plus optimale, mais c'est probablement celle qui aura le plus d'impact. Oui. Parce que c'est pas la plus optimale sur le papier. Parce qu'en fait, elle est collective. Surtout dans des entreprises de cette taille. Sur des entreprises dans cette taille, mais... Non, mais même à 10, mais je veux dire... Même à 10, tu vois. Même à 10, peut-être que tu fais que cranter en prenant une demi-décision, mais si elle est portée par tout le monde, tu seras probablement un peu plus dans le vrai que si tu prends tout seul une décision et que, en fait, derrière, tu te tournes et il n'y a plus personne. Ouais, je dis même à 10, c'est une bêtise. C'est seulement le truc, c'est que l'effet de levier, quand on est 10 000, il est différent. Par contre, évidemment, l'effort pour arriver à ce que ce soit pris par tout le monde à 10 000 est plus compliqué. Donc, Mais pour arriver à une décision qui est portée par tout le monde, c'est là où je te rejoins. Il faut du temps, il faut se poser des questions. Mais c'est du temps qu'on va finir par gagner. Alors, tu me fais une petite transition parce que ça fait 2 fois que tu évoques la crise du Covid et tout ce que ça a eu sur nous. Et là, je voudrais qu'on s'éloigne un petit peu de Saint-Gobain, même si ça va faire partie des exemples qui vont nous intéresser. C'est que moi, évidemment, la crise du Covid, elle nous a amené à faire beaucoup de télétravail. Alors, en mars 2020, force et contraint, allez, passons là-dessus. Et ce qui est incroyable, c'est que même maintenant où les restrictions, les contraintes sur le télétravail sont quand même beaucoup moins fortes, on voit bien que le discours sur cette façon de travailler a changé. En gros, il y avait plein de patrons avant, en mars 2020, qui disaient le télétravail, moi jamais ou le moins possible. Et puis maintenant, on voit qu'on a des employés qui en font quasiment un critère pour venir. Pas tous, mais il y en a un certain nombre qui font ça. Et puis qu'on se retrouve avec des entreprises où il y a 2 jours, 3 jours par semaine en télétravail parfois même plus chez les gens de siège. Je comprends le confort pour les individus et je le respecte. Mais j'ai une vraie interrogation sur, du coup, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la société, le groupe d'humains qui est concerné par ça, et sur son efficacité, mais même, j'imagine, sur l'individu qui n'est plus sociabilisé de la même façon qu'avant. J'imagine que toi, tu as des affis sur le sujet, que tu te poses des questions. Oui, alors c'est toujours difficile de commenter, je trouve, des phénomènes en train de se faire. Parce qu'il faut attendre, analyser et réfléchir. Voilà. Oh non Mais bon,
Bon, essayons de d'analyser, de réfléchir. Et en t'écoutant, et avant de, enfin voilà, avant de commenter, enfin de quand même de prêter l'exercice du commentaire, cette question en fait, des nouvelles règles du jeu, de coprésence ou pas, qui avant étaient instaurées par l'employeur, point barre, et en fait, ça ne se discutait pas, c'était comme ça. Elle vient à un moment donné du marché de l'emploi où c'est hyper tendu. Ouais, en plus. Où on recherche ce qu'on appelle désormais des talents. Où finalement, le rapport de force entre employeur et collaborateur, ou candidat à l'embauche, il est hyper tendu. Donc en fait, je pense qu'on ne peut pas décorréler ça, Ouais, t'as raison, les deux bien sûr. phénomènes. Ouais. Si on était sur un marché de l'emploi beaucoup moins tendu, je pense que les entreprises n'auraient aucun problème à dire « bon, chez nous, c'est comme ça que ça se passe, et puis si ça ne vous plaît pas, il y en a 50 qui attendent ». Mais c'est pas ça. Au contraire, les entreprises ont plutôt le sentiment que les candidats à l'embauche ont un peu pris le pouvoir sur le rapport de force, à tort ou à raison. Ah si, quand même, c'est une bonne nouvelle. Non, en vrai, c'est une bonne nouvelle. Sur les candidats et les management, c'est une bonne nouvelle. C'était déséquilibré. Non, mais pour de vrai, tu penses pas que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que je pense que c'est une bonne nouvelle? C'était quand même un peu déséquilibré. C'était un peu déséquilibré. Si j'essaye de le regarder de façon décorrélée de l'entreprise à laquelle j'appartiens, parce que nous, ça nous, hein, et ben justement, ça nous fait nous poser des questions, ça nous remet en question. Ouais. On se dit, mais pourquoi on a du mal à embaucher? Pourquoi on embauche et on a quand même des taux de turnover qui sont pas satisfaisants. Voilà. Donc ça nous interroge. Donc de ce point de vue, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve ça super. Après, non, mais je trouve ça trop cool. Voilà. Bon, mais pour répondre à ta question et pas être dans la fuite, la sociologue que je suis, enfin moi d'abord, ne peut pas ignorer que oui, le travail c'est aussi un lieu social. C'est un lieu social où on rencontre les gens, c'est l'un des premiers lieux de rencontres amoureuses. C'est clair. Oui, je veux dire. Tu sais que moi c'est une partie de mon activité commerciale. C'est que je travaille pour les. Je travaille pour les maris et les femmes. Non, c'est pas pour ça que je vais bosser parce que moi je suis marié déjà, mais je travaille pour les maris et les femmes des uns et des autres parce qu'ils se sont rencontrés au boulot. Non, voilà. Donc il ne faut pas se tromper. Si on réduit l'espace travail, appelons ça comme ça, parce qu'il y a plein de, à un lieu simplement fonctionnel dans lequel on vient pour travailler, en fait, ça appauvrit finalement énormément ce que nous sommes en tant que travailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que le piège dans lequel on se met en se disant « je vais gagner en confort de vie », ce qui est vrai, en fait, on le perd en se disant « mais finalement, si tu es juste là pour exécuter la bonne conduite de ton projet ou exécuter ou produire un document, finalement, on perd ta personnalité, la singularité de ta contribution à l'entreprise, ton intelligence sociale qui fait que tu vas, par ta simple présence, constituer des groupes, être créatif, développer des idées nouvelles auprès de tes collègues. Bref, en fait, on perd ce qui fait de nous notre singularité, notre place dans l'entreprise. Donc moi, je trouve que oui, c'est probablement un progrès et on est encore dans une phase d'ajustement. C'est pour ça que j'ai du mal à commenter parce que, par exemple, nous, à Saint-Gobain, on n'a rien imposé. Ce qui déstabilise pas mal les managers parce qu'ils se disent alors du coup, moi j'impose pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Les gens, moi j'arrive lundi matin, il n'y a personne, comment on fait exactement? Donc ça trouble et ça dérange et on a peur de ce que le flou pourrait être l'annonciateur de quelque chose. Moi, je pense qu'il vaut beaucoup mieux aujourd'hui, plutôt que d'être oiseau de mauvais augure, se dire qu'est-ce que ça dit de nous de ne pas être présent en entreprise, quelles conséquences ça a sur individuellement et collectivement. Et individuellement, encore une fois, je trouve qu'on perd de sa valeur ajoutée dans un groupe et dans un collectif de travail. Sa valeur tout court même, je crois. Oui. Et puis, moi, je me suis rendu compte très très tôt au moment du télétravail. Finalement, effectivement, j'étais très efficace dans la conduite de mes projets, ça, il n'y avait pas de problème. Mais je perdais tout le contexte. C'est-à-dire qu'en fait, quand on conduit un projet, quand on travaille dans une organisation, et c'est particulièrement vrai dans des fonctions de siège ou voilà, on ne le fait pas ex nihilo, on ne le fait pas juste avec des étapes de projet que l'on valide les unes après les autres. On le fait justement parce qu'on est dans une organisation dans laquelle il y a tout un tas d'autres gens qui travaillent en même temps et on est en permanence en train de se synchroniser, de s'organiser, de se mettre d'accord. Et ça, on le perd. Ouais, alors il y a énormément de trucs dans ce que tu as dit et pour moi il y a une partie aussi même psychologique. Alors tu n'es pas psychologue mais on pourrait réfléchir là-dessus, c'est-à-dire même est-ce que moi en m'isolant de ce groupe-là, je vais pas finalement à court terme, je suis en confort, je finis de mon travail à 18h, à 18h02, je suis
au service de ma famille et de ma vie personnelle, ça a l'air d'être très cool. Ouais. Mais en vérité, est-ce que je gagne quelque chose à ne jamais sortir de ce cadre-là pour y revenir, hein? Moi, je trouve que psychologiquement, j'ai un vrai sujet. Ensuite, effectivement, il y a tous les sujets de valeur ajoutée, de comment ça marche l'entreprise. Et je suis assez d'accord. Moi, je pense que c'est bien de ne pas imposer. Même si ça déstabilise un peu, tant pis. J'avais écrit un article assez sévère, désagréable. Je pense qu'ils s'en fichent parce que je suis un tout petit consultant et c'est un très grand groupe envers Stellantis, donc PSA, qui avait pris en avril ou mai 2020 la décision de mettre tous ces cadres en télétravail, quasiment full télétravail. Donc déjà, là, pour le coup, en termes de recul, c'est n'importe quoi. Et puis, je pense que c'est totalement négligé. On va faire des économies de loyer, ça, bravo, M. Tavares. Mais par contre, on néglige complètement ce que tu dis. C'est-à-dire que, et en plus, là, on parle de gens qui sont des chercheurs, qui doivent fabriquer les voitures de demain, qui doivent apprendre à les vendre ensemble. C'est délirant, quoi. Ils doivent être connectés à leur environnement de travail, au sens large. Ils ne peuvent pas travailler... ce n'est pas juste, encore une fois, de produire des documents ou de produire une pensée. C'est se connecter à leur environnement professionnel. Moi, je trouve que la question que les employeurs devraient se poser, qui nous interroge aussi, c'est que du coup, comment penser le lieu de travail, les espaces de convivialité. C'est-à-dire qu'en fait, le télétravail, il est probablement que... on va faire avec et on est parti sur un travail hybride. Ça me semble à peu près évident. En revanche, du coup, ça pose la question de... Mais ça ne pose pas simplement la question dans le monde du travail, je pense que ça pose aussi la question, par exemple, dans les universités, dans les écoles. Finalement, puisqu'on sait travailler à distance et qu'on sait travailler de façon géographiquement désynchronisée, qu'est-ce que le fait de venir au travail, dans mon bureau, va m'apporter en plus que ce que je n'ai chez moi? Donc, comment repenser les réunions? Comment repenser le lieu, les espaces de travail? Est-ce qu'il y a de la place pour s'asseoir pour tout le monde? Parce que c'est super de vouloir faire des économies de loyer avec finalement des sièges qui se réduisent en mètres carrés. Mais si quand je viens travailler, c'est désagréable parce que j'ai finalement pas d'endroit pour m'asseoir, etc., ça n'a pas été pensé pour, ça ne va pas me donner franchement envie de travailler. Donc je trouve que ça interroge sur le rendre beaucoup plus qualitatif les moments où on est en coprésence, quitte à effectivement fonctionnaliser les moments où on est à la maison, où on télétravaille, peu importe d'où. Mais voilà, pour moi, c'est cette tension-là, mettre beaucoup plus d'efforts justement dans le groupe social et dans la qualité de ces moments de synchronisation par rapport à des moments où effectivement on a probablement des choses, on a raison de s'isoler. Parce que parfois aussi, s'isoler, ça permet de beaucoup plus avancer dans son travail. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est vrai que si tu viens au bureau pour faire des réunions toutes pourries où tu t'ennuies, qui durent 4 heures, où tu n'es pas tout à fait sûr d'être utile, où on ne prend aucune décision, où la moitié des gens sont sur leur mail et l'autre moitié attend que ça se passe, évidemment, on n'a pas envie de venir au travail. Si on vient au travail pour faire des réunions Teams, évidemment, on ne voit pas bien l'intérêt. Et je trouve que c'est ça, et tu as raison, moi je trouve que c'est ça qui est passionnant, c'est de dire, non, en fait, vous ne pouvez pas avoir une entreprise créative, intelligente, agile, réactive, avec des gens qui ne se voient jamais. C'est pas possible. Non. Donc, si vous faites le choix que les gens ne voient jamais... Moi, je dis aux entreprises qui imposent, pour moi, des 3-4 jours de télétravail par semaine, moi, je leur dis, écoutez, moi, aujourd'hui, ça va, vous êtes très contents. Moi, à mon avis, dans 5 ans, si vous n'avez pas changé, vous êtes mort. Voilà. Même s'il y a de la souplesse, même s'il y a de la liberté, il faut mettre plus de jours de présence. Mais par contre, plutôt que de l'imposer en disant chez nous, c'est 1 jour de télétravail par semaine et puis d'ailleurs, c'est le vendredi, je vais plutôt chercher à me dire, et comme tu dis, exactement, comment je fais pour que mes réunions soient trop cool, pour que ce soit drôle, pour qu'on s'amuse, pour qu'on prenne un bon café, et parce que ça va créer une dynamique qui fait que en fait, les gens vont vouloir revenir au travail. Moi, j'ai un peu cette expérience dans notre petite entreprise. D'ailleurs, on a des problèmes de locaux, c'est-à-dire qu'on a des très jeunes, je le dis, c'est important parce qu'on a l'impression que les jeunes veulent du télétravail. Moi, j'embauche que des très jeunes, ils ont 30 ans max. Ils sont totalement libres de faire le télétravail qu'ils ont envie de faire. Je vais te dire un truc, ils n'en font pas beaucoup. Ils en font un peu quand ils ont vraiment envie de s'isoler ou quand ils ont une matinée de réunion Teams. Bon, ils restent chez eux. Et encore, ça dépend comment ils sont équipés. On est à Paris, des fois ils ont des apparts ou même pour une téléconférence, on est mis au bureau. Donc moi, je trouve qu'il y a, en vrai, quand ça se passe bien au bureau, que c'est sympa, que les gens viennent. Les gens viennent en fait, y compris les jeunes. Et donc moi, je trouve que c'est ça le truc, c'est comment, tu as raison, comment on rend ça sexy, comment on réenchante
Ouais. le lieu de travail et comment c'est cool. Et puis moi, je pense aussi beaucoup, parce qu'il y a effectivement cette poussée comme ça de se dire la jeunesse, elle est beaucoup sur le bon équilibre vie pro, vie perso. C'est elle qui pousse beaucoup. Pas sûr, hein, d'ailleurs. Non, je suis pas sûr non plus. Pas sûr que ça. Qui pousse, en tout cas, sur le télétravail. En tout cas, c'est beaucoup ce qu'on avance dans nos offres d'emploi. Je dis, et le télétravail est encouragé, etc. Il y a des centaines d'enquêtes par jour qui sortent sur les jeunes et l'emploi, les jeunes et le travail, etc. Parce qu'on sent que c'est les règles du jeu changent. Mais je pense qu'une entreprise avec une identité forte, avec des vraies valeurs, de se dire, nous, le collectif, ça a du sens. On ne vous embauche pas simplement pour vos compétences intellectuelles, mais aussi pour ce que vous êtes. Et donc, on a besoin de vous voir, on a besoin de créer du lien entre nous. Et c'est aussi comme ça que vous progresserez dans l'organisation, que vous serez créatif, etc. Et ben moi, je pense que ça rejoint ces mêmes valeurs-là qui sont portées par cette nouvelle génération au travail. Et donc, on aurait tort de s'en priver. En assumant, finalement, ce qu'on est et en proposant un cadre avec sa souplesse, ses ajustements, etc. Mais un vrai cadre. Oui, tout à fait. Et tout à l'heure, tu faisais allusion au fait que, notamment chez Saint-Gobain, vous avez du mal à recruter en ce moment, que c'est difficile, que le marché est tendu. Et moi, j'ai des discussions souvent dans des boîtes comme Saint-Gobain, Total, Sanofi, L'Oréal, qui me disent tous la même chose et qui s'étonnent d'avoir du mal à attirer les jeunes. Mais moi, j'ai pas de mal à attirer les jeunes. Sauf que, pourquoi moi, Vas-y, dis-nous pourquoi. Mais non, mais c'est pas compliqué. C'est que, justement, je crois que les grandes entreprises, elles sont persuadées qu'on va attirer les gens en général, et les jeunes en particulier, avec une série d'avantages. Il y a quand même autre chose. C'est qu'en fait, moi, quand je discute avec... Alors, j'en embauche moins que vous, hein, c'est aussi un peu plus facile, mais n'empêche que je pourrais en embaucher 3 fois plus ou 4 fois plus si j'avais l'activité pour le faire. Mais quand on discute avec les gens qu'on a embauchés, on voit bien que, bien sûr ils ont besoin d'un certain confort. Mais en vérité, ils viennent aussi pour une grande liberté qui n'est pas que sur le télétravail, qui est aussi sur, tiens, je t'écoute, je fais exister ta personnalité. C'est ce que tu disais au début, hein, c'est-à-dire qu'ils ont envie de participer à la vie de l'entreprise, aux décisions, ils ont envie de pouvoir... l'équilibre vie pro, vie perso, c'est vrai, c'est important, mais c'est aussi l'équilibre de, est-ce que je peux être moi-même dans mon travail ? Et ça, c'est une attente qui est beaucoup portée par les jeunes, mais qui est en fait portée par tout le monde, parce que moi, quand je propose à des gens de 55-60 ans d'être eux-mêmes dans leur travail pour une fois dans leur carrière, parfois pour la première fois, c'est un peu triste, mais ça arrive, ils sont très contents. Et j'entendais une anecdote de quelqu'un qui me racontait que c'était un caissier chez Auchan, je crois, qui fait son... Tu sais, chez Auchan, ils sont un peu attachés à ça, donc il fait son pot de départ, donc ça fait 40 ans chez Auchan, je ne sais plus si c'est un caissier ou un comptable, enfin, toi... Et dans son discours, il y avait donc quelques patrons d'Auchan, parce que quand ils ont très longue carrière, les gens ils viennent, la famille Il y a les patrons qui se mobilisent. Et le type, il dit, pendant 40 ans, vous m'avez payé et vous avez utilisé mes bras, et c'est dommage, vous n'avez pas utilisé ma tête. Ça fait mal. Ça fait mal, alors ils sont pas trop bêtes chez Auchan, donc il paraît que ça a changé, que les mecs se sont dit, on est débiles en fait. Mais je trouve qu'il y a un peu de ça, et de se dire, au fond, je crois qu'il faut utiliser la tête des gens. Et les grandes entreprises comme les vôtres, le problème qu'elles ont, c'est que, oui, elles ont un discours séduisant, mais après, il y a trop de process. C'est trop institutionnalisé, il y a trop de cadres, de hiérarchie, de chefs, de N+1, N+2, N+3. Alors, il y a des entreprises, on n'a plus le droit de prendre cette expression-là, mais il y a toujours quand même. Oui. Moi, je suis toujours gênée de parler de Saint-Gobain dans sa globalité, parce qu'en réalité, on est 140 000 dans le monde, et on a beaucoup fait, justement, un gros travail d'élaguer un peu nos hiérarchies, notre organisation multifactorielle, machin, etc. Bon. Donc on a quand même ça reste de toute façon une grosse machine, mais c'est vrai qu'on n'est pas une PME, on ne le sera jamais. Mais il y a des PME à l'intérieur de ça. Bien sûr. Évidemment qu'une grosse machine, ça marche avec plein de process, parce que sinon tu peux juste pas, c'est juste ingérable. Mais j'ai en tout cas, dans celle que je connais mieux, qui est donc Saint-Gobain Distribution, qui est elle-même est en fait une organisation dans laquelle il y a encore plein d'autres organisations. Enfin bon, essayons de simplifier. Finalement, c'est sur le management qu'on s'en sort. Parce que avec un management qui laisse l'autonomie des gens, oui, tu as des process paye, tu as des process RH, tu as des process ci, tu as des process ça, tu as des process machin. OK. Mais dans le quotidien des gens, et nous, l'essentiel de nos collaborateurs sont des gens qui travaillent dans des agences, Point P, plateforme du bâtiment, PUM, etc., donc dans des agences de vente de matériaux. Tu as un espace d'expression qui est le tien, qu'on ne réussit pas toujours, parce qu'il y a un coût d'entrée dans notre organisation qui n'est pas simple.
Mais c'est en fait avec un management qui te permet de prendre en main ton job et qui cherche effectivement à valoriser les individualités, qu'on essaye de contrebalancer le fait que on a un système ERP à s'arracher les cheveux, toute notre SIRH est en refonte totale parce qu'on se rend compte que ça marche pas, etc., etc., etc. Oui, c'est sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ça compense forcément. Et d'ailleurs, j'imagine qu'il y a une corrélation entre les managers qui arrivent à donner, parce qu'il y en a des dizaines, donc j'imagine qu'il y en a des très bons, puis il y en a des moins bons. Il y a une cohérence entre des managers qui arrivent à donner cet espace de travail avec un certain nombre de libertés et le turnover. Oui. Enfin, ceux qui arrivent à le faire ont probablement moins de turnover que ceux qui ne le font pas. Oui. Et moi, je pense que ça, c'est le fond de la motivation d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que on était sur le télétravail et on va sur le management, et c'est normal. C'est que je crois profondément que cette tension avec un marché du travail plus équilibré, et moi je suis content qu'il soit plus équilibré, avec la possibilité de faire un peu de télétravail, je suis content qu'on puisse faire un peu de télétravail, avec l'équilibre vie pro, vie perso qui est un peu plus présent, et je suis content qu'il soit un peu plus présent, ça, il y a deux solutions de réagir. Soit je suis dans une course à l'avantage, et ça va être très compliqué parce que ça va me coûter de plus en plus cher pour préserver du temps de travail délirant et puis des contraintes, machin. Soit justement, comme on disait sur les locaux, j'essaie d'enchanter le management. C'est très difficile à faire, on n'est pas en train de dire que c'est facile. Mais en tout cas, j'essaie de me poser la question de comment est-ce que je peux animer les gens pour donner justement cette personnalité à ma vie au travail, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que je suis content que ce soit rééquilibré. C'est que ça me donne des questions très nobles. Oui. Moi, j'avoue que ça fait partie des sujets sur lesquels moi j'essaie de réfléchir. C'est-à-dire finalement de se dire qu'est-ce qui fait qu'on s'engage, on reste dans une entreprise, on s'y projette, etc. C'est effectivement quand on a des perspectives d'évolution. Ça, c'est OK. Mais aussi parce qu'on a un manager parce qu'on a un bon manager qui est bienveillant avec des vrais feedbacks, etc. Et donc, du coup, je pense que le rôle du manager, pour ce bon équilibre dans des organisations qui sont en tension, encore une fois, parce qu'on a vécu le télétravail, le Covid, etc., plein de contraintes qu'il a fallu traverser, finalement, je trouve que ça repositionne encore plus le rôle du manager, quel que soit son niveau de nombre de responsabilités, dans la qualité de vie au travail et dans les raisons de mon engagement individuel quotidien. Je suis d'accord. Et là où c'est une bonne nouvelle, parce qu'on pourrait se dire « mais ça me met encore plus la pression », c'est qu'en fait, en vérité, ce qu'on va pouvoir faire, à mon avis, dans les années à venir, c'est pas justement avoir des managers qui sont encore plus leaders, encore plus Obama, etc. Mais justement, on va réussir à petit avoir des managers qui sont un peu plus animateurs d'une équipe qui va pouvoir fonctionner avec plus d'autonomie. Alors, les transitions peuvent être très difficiles pour certains des managers qui nous regardent. On est conscient, quelles que soient les entreprises, il y a des endroits où les contextes sont sûrement très très favorables. Et dans une entreprise de la taille de Saint-Gobain, c'est sûr qu'il y a des endroits où ça marche très bien. Et je suis sûr qu'il y a des endroits où c'est extrêmement compliqué de faire ça. Donc à aucun moment, nous, on dit que c'est facile. Mais c'est sûr que là, il y a un truc à faire. Le management, petit à petit, doit trouver cette place où on donne aux gens la possibilité d'exister, en fait. Et quand on parlait, dans les entreprises, on parle tout le temps de reconnaissance. Moi, je leur dis tout de suite, ils vont me parler des primes et des machins, mais non. La reconnaissance, le mot, ça veut dire reconnaître, ça veut dire que juste cette personne, elle n'est pas interchangeable. Et d'ailleurs, j'ai en horreur les entreprises qui fixent comme valeur numéro 1 le collectif avant l'individu. Je ne dis pas qu'il faut que l'individu soit systématiquement avant le collectif, mais je dis qu'il faut que dans la collectif, il y ait une place pour l'individualité. Et c'est ça qui est intéressant dans le fait d'embaucher une sociologue dans une entreprise. On peut parler de diversité. Il faut t'embaucher, toi ou tes pairs, mais après, il faut trouver une place. De la même façon qu'il faut aussi avoir des gens qui viennent du terrain, qui sont l'inverse d'un universitaire, qui n'ont peut-être fait aucune étude, mais avec qui on va être curieux, parce qu'en fait, son apport, il est tout aussi important et noble que le tien. Et c'est ça qui est passionnant. Oui, mais j'aurais envie de rajouter quand même sur ces managers. C'est difficile de s'enlever le costume d'un manager très descendant qui décide de tout, etc. Mais moi, les témoignages de managers qui ont fait le shift, alors peut-être un peu contraint et forcé parce que notre organisation allait vers ça, quel soulagement. Mais quel soulagement de se dire, avec un je n'ai pas forcément réponse à tout et en fait ça me va parce qu'il y a des gens très bien dans mon équipe qui ont sans aucun doute plein d'idées et on va pouvoir poser la question ensemble et essayer de trouver
la réponse collectivement. Et c'est un vrai shift effectivement intellectuel et une posture personnelle, mais qui est hyper enrichissante. Ouais, j'ai une histoire que je raconte. Je sais pas si je te l'ai racontée à toi Vas-y, sur je sais nos pas. bords de scène, mais c'est une histoire toute bête. Moi, je raconte que le management, pour moi, c'est comme faire du rafting, tu vois, ce Ouais. sport. Ouais. C'est-à-dire que le rafting, quand même, tu ne sers à rien sur ton bateau. C'est-à-dire qu'en gros, moi, ce que je dis, c'est que les gens, ils avancent, ils sont dans leur courant, ils avancent. Et ce qui est intéressant dans le management, c'est qu'on va juste mettre un coup Ouais. de pagaie de temps en temps pour éviter un gros rocher. Mais le reste du temps, on ne se peut pas laisse, contrarier le courant, on ne peut ouais. pas remonter le courant, Mm. on peut pas faire grand-chose. Et moi, je trouve que ça, c'est un truc qui peut déstresser les managers. Ouais. J'avais une jeune manager il y a quelques années qui m'avait demandé, mais Patrick, tu penses que je suis responsable de combien de pourcents Ouais. des progrès des gens? J'avais réfléchi de quelques secondes et je lui dis, bref, 5. Je pense qu'on est responsable de 5% des progrès des gens. Mais ça veut dire être humble aussi, hein, parce que le manager très descendant, etc., il considère que les gens lui doivent tout. Oui, qu'il est le papa Ouais, c'est ça. de ces gens Je au t'ai travail. fait. Je t'ai Tu fabriqué. me dois tout. Ouais, exactement. Non, mais ça, c'est vraiment l'enfer. Ouais, mais bon. C'est vraiment l'enfer, c'est pas vrai. Mais ce travail d'humilité de se dire qu'effectivement, moi, je... Mais je trouve que c'est un Ouais. travail d'humilité, mais c'est aussi un travail qui déstresse. Ouais. Parce qu'en vrai, voilà, il y a des choses, et moi, je m'en rends très très bien compte dans mon management. On a beau mettre de l'énergie, de l'intelligence un peu, j'espère, Ouais. de temps en temps, Ouais. de réfléchir ensemble pour aider les gens. Il y a des fois, on y arrive, on est très fiers d'avoir réussi un petit coup de pagaie pour éviter un gros caillou. Mais il y a des fois où on a beau avoir mis tous les coups de pagaie qu'on veut et on s'est, la personne s'est quand même pris le caillou et elle a dû quitter l'entreprise, etc. Mais pour moi, c'est vraiment la bonne image, c'est qu'en fait, on est vraiment dans ce genre de truc. Et moi, je dis souvent à mes salariés, quand on est manager, les salariés ne vous appartiennent pas. Oui. Et ça paraît incroyable dit comme ça, mais en vrai, des fois, on a l'impression C'est bien de le dire. Ouais, mais ouais. Parce que des fois, on a l'impression que c'est comme ton gamin de 4 ans. Mais non, en fait, c'est des adultes qui font des choix, parfois très bons, parfois très mauvais, souvent un peu au milieu. Et vous pouvez, quand ils sont très bons, je vous conseille de rien faire. Quand ils sont très mauvais, essayez de leur faire remarquer, mais généralement, ils vont se prendre un mur. Bon, et vous ne pouvez pas aller faire les choix à leur place. Et le reste du temps, on va essayer de les guider dans des choix qui soient moyen bons au lieu d'être moyen mauvais. Et ça peut changer beaucoup de choses dans leur carrière, mais c'est quand même eux qui vont le faire. Mais tu vois, cette logique de la captivité, parce qu'en fait, quand je considère que mes collaborateurs m'appartiennent, c'est en fait que je les garde captifs, soit par une grande générosité, largesse, on l'a vu dans des grandes entreprises, soit par la terreur, ou il y a plein de leviers de rendre les gens captifs. Encore une fois, c'était vrai dans un marché de l'emploi dans un marché de l'emploi où le rapport de force était en faveur de l'employeur. Aujourd'hui, quand c'est en faveur du collaborateur, en fait, finalement, se mettre dans une logique de captivité, c'est un repoussoir. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se disent, non mais attends, moi, j'ai pas du tout envie d'être à la solde d'un tel ou d'un tel. D'ailleurs, enfin voilà. Et donc, je pense que cette logique de la captivité, qui pouvait, pour de bonnes ou mauvaises raisons, fonctionner, ne fonctionne plus. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et c'est ça, et ça pousse à la démission, au turnover. Et c'est pour ça que moi, je suis très très contre, par exemple, les mesures de rétention. Je considère que plus tu vas chercher à faire des mesures de rétention, plus tu dis à tes employés implicitement, tu m'appartiens et d'ailleurs, si tu vas partir, j'en ai rien à foutre, je te donne un chèque, puis tu vas voir que tu vas rester. C'est-à-dire qu'en gros, tu es quand même en train de leur dire qu'ils n'ont pas de valeur, quoi. Alors, un coup, ça marche, parce que quand même, on se dit, plus 20%, c'est cool. Mais en vérité, ça met quand même le rapport, ça dit quand même ce qu'est le salarié pour toi. Moi, je le vois aussi dans notre organisation. On a encore du mal avec ça. On a peur d'ouvrir. Moi, je ne cesse de dire, finalement, on embauche quelqu'un et qui va finalement, on leur dit, rentrer dans le groupe Saint-Gobain, multinational, etc., présent partout dans le monde. Et finalement, je me retrouve dans l'agence de Thionville. Et en fait, mon monde, il s'arrête à l'enceinte de l'agence de Thionville. Je n'ai rien contre Thionville, mais c'est vrai qu'entre Thionville et le vaste monde, il y a un gap. Et moi, je dis, mais en fait, ouvrez-la. Enfin, on est présent en France entière. C'est l'une des rares organisations où on peut avoir de la mobilité géographique. Ce n'est pas toujours le cas. On a 2000 points de vente. Ouvrez-leur le vaste monde. Recrutez des gens avec d'autres profils qui vont voir dans l'organisation une occasion
soit de progresser, soit d'évoluer, soit de vouloir effectivement choisir son lieu de résidence, et ça fait partie des choix de vie que l'entreprise peut proposer. Mais ça, c'est un vrai frein. Ça, Ouais. on a du mal avec ça. Et j'avoue que je suis encore en train d'essayer de réfléchir sur comment lever ce frein-là. Mais on est très localiste, très à chercher à ancrer les gens sur leur territoire et à pas ouvrir le champ des possibles. C'est compliqué. C'est une vraie inquiétude. Mais moi, je vais te dire comment tu vas lever le frein. C'est que tu vas avoir beaucoup de turnover. Et qu'au bout d'un moment, quand vous en allez en avoir marre, d'avoir autant de gens qui partent et d'avoir autant de difficultés à faire arriver des gens, vous allez vous poser la question de ce que vous proposez aux gens qui arrivent. Et je suis persuadé que les grandes entreprises qui ont des besoins d'embauche qui sont importants en nombre, elles ne pourront pas longtemps faire l'économie d'une discussion autre que d'aujourd'hui quand même dans des entreprises qui sont plutôt vertueuses, comme peut l'être Saint-Gobain sur ce genre de sujet, vous êtes quand même dans un système où vos intérêts passent. On est encore dans l'ancien monde où vous aviez le rapport de force et vos intérêts passent avant. Alors vous êtes prêt à discuter du salaire parce que vous vous dites, paf, en vrai vous avez compris que ça coûtait cher un recrutement, donc mettre plus 20% à quelqu'un, en vrai c'est moins cher que de rater son recrutement ou de devoir le prolonger pendant quelques mois. Donc, mais moi je trouve que c'est vraiment tellement old school. Et puis en plus ça va poser plein de problèmes d'avoir des gens qui sont payés 20% de plus et que les nouveaux qui viennent de l'extérieur soient payés 20% de plus que les anciens qui étaient là avant, et ils en parleront à la machine à café, ils le seront, c'est sûr. Donc moi je trouve que là il y a un vrai problème, et moi c'est pour ça que je suis content pour vous, c'est que je pense, pour de vrai, je pense que vous mettre sous un système de turnover fort et subi, c'est que moi je te dis qu'il y a des mecs qui vont commencer à se dire on n'a pas la bonne réponse les gars. Et oui, vous n'avez pas la bonne réponse, votre réponse elle est trop, même si elle est plutôt bienveillante chez Saint-Gobain, elle est encore trop centrée sur l'intérêt du patron. Et ça, à mon avis, c'est un problème. Et c'est pas en décentrant que vous allez au contraire payer plus cher. Au contraire, vous allez vous poser la question de comment une entreprise multinationale, et je pense que ça se pose particulièrement pour vous, va rester un endroit attractif dans les 10 années qui viennent. Cette question-là, elle est importante parce que sinon, moi je te dis, les jeunes qui sortent d'école ou truc, ils vont aller dans les PME. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est qu'on arrive vraiment bien à les récupérer, nous, parce que ce qu'on leur propose est beaucoup plus séduisant. Et vous ne vous battez pas avec les bonnes armes. Alors moi, je te suis. Il y a des exceptions chez vous, mais tu vois. Je te suis sur la question, sur tout ce que tu viens de dire. En revanche, je trouve que sur l'intérêt du patron, ou plutôt l'intérêt de l'organisation, je pense que quand même, quand on rentre dans une organisation, et moi, je le vis tous les jours, on sert évidemment son ambition personnelle et son envie d'avoir un impact, mais on sert aussi quand même une organisation. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est une chose d'ouvrir le champ des possibles et de se dire, en fait, vous savez quoi, en fait, l'organisation vous ouvre plein de possibilités, mais dans un cadre. C'est-à-dire que moi, si demain, je veux monter une troupe de funambules à Saint-Gobain, c'est pas possible. Non. Ou alors dans mes off-hours, d'accord ? Mais c'est pas possible. C'est pas le business, c'est pas ça qu'on fait. Bon, c'est pas pour décrédibiliser les demandes de certains collaborateurs, mais c'est pour dire que finalement, je suis aussi là pour servir l'organisation. Et ma difficulté, peut-être pour rebondir sur cette question de la diversité que tu as dit tout à l'heure, c'est d'essayer de servir son ambition personnelle et son envie d'avoir un impact avec ce qu'on est, avec ce qu'on apporte et sa singularité, mais quand même dans le cadre de l'organisation. À la fin, je suis quand même salarié de Saint-Gobain. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors après, il y a des calculs comme ça. Moi, j'avais un client, Lionel, qui était chez LVMH, et puis qui est parti, mais qui est extraordinaire, il faut que je te le présente un jour, qui est parti au Vietnam. Il a été piloter une manufacture de sacs à main au Vietnam. Et il est arrivé en disant, moi, on m'explique que les Vietnamiens, il faut leur dire tout quoi faire du matin au soir. Moi, je m'en fous, je ne veux pas manager comme ça, je ne manage pas comme ça. Et donc, il a créé un système, on va dire, comme on est un peu en train de décrire, où les gens peuvent s'exprimer et tout. Évidemment, ça marche extrêmement bien, y compris au Vietnam. Il n'y avait pas j'avais pas tellement de doute sur la question. Il n'y avait pas de frein culturel. Non, mais non. Bah non. En fait, les Vietnamiens sont intelligents, et quand on leur parle comme des gens intelligents, tu sais quoi, ça marche. Et donc, du coup, évidemment, ça marche. Et il avait un truc, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, qui était assez drôle, c'est qu'il disait, moi, j'attribue un volume de formation à mes salariés, en fonction de l'ancienneté, je ne rentre pas dans les détails, qu'ils utilisent absolument tout et n'importe quoi. Je ne regarde pas l'objet. N'importe quoi. Que ça a un rapport ou non avec le métier. D'accord. N'importe quoi. Il dit. Ok. Et du coup, les gens prennent des cours de cuisine. Et ça marche très bien. Parce qu'en fait,
Oui. Donc en fait, lui paye des heures de formation. Lui, il a décidé qu'il avait un budget formation. Il dit, je sais pas, moi j'ai 500 personnes dans ma manufacture. Chaque salarié a le droit à, je sais pas, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, je paierai 10 heures de formation voilà, à chacun. En fait, moi, je m'en fous de leur payer de la cuisine ou un perfectionnement à la couture de sac. Ça me pose aucun problème de leur payer de la cuisine si c'est ça qui les anime. De toute façon, j'ai un budget formation et moi, je veux pas envoyer des gens en formation où ils y viennent, ils savent pas pourquoi ils sont là, ils s'ennuient, ils repartent. Donc, il a fait ça. Évidemment, plein de gens prennent des formations qui sont plus ou moins en lien avec le métier, d'autres pas du tout. Mais par contre, tu crées un équilibre de gens qui se sentent dans un endroit où ils sont respectés et accompagnés dans leur progression d'une façon générale. Et comme de toute façon, 10 heures de formation, c'est pas ça qui, professionnellement, te transforme complètement, autant les utiliser à quelque chose qui leur tient vraiment à cœur. Et c'est vraiment... Ça marchait vraiment très bien. Je pense que ça marcherait très très bien en France. Et je trouve qu'il y a aussi cette idée de dire l'utilitarisme n'est pas toujours le bon calcul. Et d'ailleurs, c'était le dernier sujet dont on voulait parler tous les deux, c'est que là, on a parlé du management, et évidemment, c'est ça le levier. Mais toi, tu es aussi en passe d'assumer des fonctions de DRH. En tout cas, c'est ce que tu souhaites, et je suis sûr que ce serait hyper bien, quoi. Pourquoi je pense que ce serait hyper bien ? C'est parce que face à ce management qui change, il va falloir aussi qu'on ait des DRH, des DRH qui changent. Alors toi, justement, qu'est-ce que tu vois de cette modification des DRH dans cet univers, de la fonction RH, dans cet univers de management qu'on a décrit et qui est en train de changer ? Je trouve que si on adhère à l'idée qu'effectivement, on a des managers qui partagent la décision, qui valorisent les cadres dirigeants qui les entourent, y compris les RH qui sont dans leur codir, finalement, ça déplace toutes les fonctions de cadres dirigeants qui sont à l'intérieur de l'organisation, y compris celui des RH, j'arrive dans une minute. Mais finalement, ce shift-là, de passer d'un manager très descendant qui décide de tout, enfin, je caricature évidemment, à un manager qui co-construit et qui est prêt à cranter ses décisions pour autant qu'elles soient collectives, finalement, et c'est pas toujours c'est ce qui est arrivé notamment chez Sibyl quand on parlait tout à l'heure, on s'en rend compte pas toujours immédiatement, mais au fil du temps, finalement, ça opère un déplacement et une redistribution des rôles dans cette organisation-là. Et du coup, moi, je trouve que dans ce champ de décision mouvant, finalement, le rôle des RH change aussi et change davantage en faire ces allers-retours entre une organisation, ses collaborateurs et ce cadre dirigeant. Ce travail de se dire finalement, si on est dans une co-construction et dans un travail d'appel à ce que les collaborateurs s'engagent, décident aussi pour eux-mêmes, créer de l'autonomie, travailler sur du management bienveillant, finalement le rôle des RH, il est moins celui de travailler sur une expertise qu'on connaît et qui est essentielle à l'organisation, juridique, sociale, etc. Ça, il faut le sécuriser, on est OK. Mais travailler davantage à être, d'une certaine manière, un peu un game changer, sans anglicisme à outrancier, mais d'être vraiment sur travailler l'organisation, être cet effet miroir, comprendre quels sont les profils à attirer, de quel management on veut. Finalement, on sert davantage d'activité qu'à préserver une forme de statu quo. Il n'y a plus de statu quo, finalement. Il n'y a plus de statu quo. Il faut qu'on soit sans arrêt dans une organisation qui a toutes les écoutilles ouvertes sur son environnement et qui sache s'adapter pour que les décisions soient intelligentes, servent au collectif, au projet individuel de chacun. Et ça, moi, je trouve que c'est le rôle des RH. Alors, si on essaie d'être un tout petit peu plus concret dans cette idée-là, ça veut dire que ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en gros, le rôle des RH, il est souvent compris comme quelqu'un qui doit préserver le statu quo. Donc moi j'aime bien même l'idée que le RH traditionnel, c'est une fonction conservatrice, c'est-à-dire qu'en gros elle est là pour éviter les conflits sociaux, éviter les problèmes de paye, éviter qu'il y ait trop de gens qui partent, éviter de ne pas réussir à... Voilà. Et en fait il y a quelque chose de... Moi je trouve quand on y réfléchit comme ça, le RH souvent vu comme le bras droit du patron, et un peu comme son âme damnée, c'est un peu is no good, tu vois, il y a un truc de... Je suis là pour éviter des problèmes avec les gens. Il y a un peu ce truc. Et donc, on leur demande d'être super carré sur le juridique, super carré sur le social, super carré sur la paye.
Ça, on va dire que c'est une caricature, ok, mais c'est Mais quand c'est même une vision. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. J'avais fait un podcast là-dessus. C'était RH redevenez conquérant, Ouais. où je disais justement, attention à un système que vous êtes en train d'auto-alimenter, où on est tout le temps en train de défendre des intérêts, juste des intérêts conservateurs de l'entreprise et pas des salariés. Donc ça, on est d'accord que c'est un point de départ. Et toi, ce que tu nous dis être le point d'arrivée, c'est il y a cette partie-là. Oui, c'est vrai qu'on ne veut pas envoyer le patron au prud'homme tous les matins, tant qu'à faire, respectons le droit du travail. Ouais. Et voilà. Mais on va chercher à avoir quelque chose de plus spécialiste de l'activité, c'est-à-dire plus proche de aussi les besoins du terrain, des individus, de leur épanouissement, etc., etc. Et donc on est un peu plus au milieu de l'arène qu'à l'extérieur en train d'éviter que les gens ne respectent pas les règles. C'est ça. Et, si tu veux, dans ce changement de management que nous, on souhaite aussi, dont on parlait tout à l'heure, finalement, c'est le regard que l'on porte aux collaborateurs. Parce que soit on les tient à distance en considérant que la masse salariale, et je prends ce mot à dessein, est potentiellement dangereuse ou pourrait atteindre la bonne conduite visionnaire du leadership d'un manager. Encore une fois, je caricature beaucoup, mais il y a un petit peu de ça quand même. Soit on considère que parce que nos collaborateurs sont sur le terrain, nos opérationnels sont au contact avec nos clients, avec nos fournisseurs, etc., en fait, ils savent de quoi ils ont besoin. Ils savent de quoi l'organisation, à une échelle très fine, aurait besoin. Et donc, les consulter, les mobiliser, serre les entreprises, l'intérêt de l'entreprise. Et moi, je pense que les fonctions RH, c'est ça leur job de demain. C'est s'assurer que les canaux de communication soient toujours extrêmement présents entre des cadres dirigeants qui ont la responsabilité de prendre des décisions stratégiques pour la boîte. Tout le monde ne prend pas des décisions stratégiques. C'est bien entre les mains des dirigeants. Mais pour autant, en ayant ces canaux de communication et cette sonde permanente qu'il y a à ne jamais se déconnecter finalement de celles et ceux qui travaillent et qui sont partie prenante de l'organisation. Ouais, et puis en plus, ça me fait penser à une anecdote qui va t'amuser, c'est que moi j'avais dans un grand groupe une histoire d'un poste RH à pourvoir où le dialogue social est très difficile. Et donc du coup, on se dit il faut que je mette quelqu'un qui est très fort en dialogue social, tu vois. Et l'histoire, c'est que du coup, on envoie le meilleur. Plutôt la meilleure dans cette histoire, donc celle qui est réputée pour être forte en dialogue social. Mais du coup, le message qu'on passe, c'est, puisque tout le monde sait que c'est, si tu envoies un général d'armée, c'est qu'il y a la guerre, a priori, sinon tu n'enverrais pas un général d'armée. Donc là, boum, on envoie une générale. Évidemment que ça va continuer, le dialogue social compliqué. C'est pas qu'elle n'est pas compétente, c'est qu'on envoie le message clair que l'objectif du DRH, c'est de tenir ses comptes syndicalistes. Voilà. Puisque j'envoie le général spécialiste de la tenue des comptes syndicalistes. Donc, c'est délirant. Alors que, en fait, tu pourrais dire, attendez, j'ai un dialogue social compliqué, ça c'est un fait, je ne le conteste pas, mais est-ce que je ne devrais pas envoyer justement, pas que des RH, mais des managers en général, qui auraient un regard plus différent et qui pourraient proposer justement un dialogue social fondamentalement différent. Je suis persuadé que quand tu envoies un général, tu dis aux personnes que tu rencontres que toi, tu es plutôt branché guerre, quoi. Donc il y a un truc aussi, moi je trouve, dans la fonction RH, que plus tu vas staffer avec des RH branchés guerre, plus tu vas signaler à tes salariés que c'est la guerre. Et que donc, ils auraient tout intérêt à se défendre. Et moi, je suis 100% d'accord avec toi. Pour reprendre l'exemple du dialogue social, ça ne peut être, et globalement quand même, tous ces sujets-là en lien avec les collaborateurs, ça ne peut être qu'un travail conjoint entre manager et RH. C'est-à-dire qu'en fait, le RH lui seul ne peut rien. Non, et d'ailleurs, et le manager, en fait, se retrouve quand même un petit peu boiteux s'il n'a pas la fonction RH. Mais moi, j'ai plein d'exemples autour de moi dans notre organisation où, quand il y a un problème de sécurité, en fait, le manager va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, interroger, poser des questions, prendre le temps de décortiquer les sujets avant de se dire, toi, c'est dehors, parce que ça fait déjà 3 fois qu'on te dit qu'il faut mettre tes gants, et tant que tu n'as pas mis, puisque au bout de 3 fois, tu n'as pas compris, c'est dehors. Quand il y a des sujets de problèmes d'efficacité ou de productivité, d'essayer de comprendre, c'est quoi ? C'est un problème d'outils, c'est un problème de cadence, c'est un problème d'organisation. Quel est le problème ? En fait, c'est de prendre au sérieux les dysfonctionnements.
pas comme étant le résultat d'incompétence ou de mauvaise volonté, etc. Bon, dans la nature humaine, ça existe aussi, hein, mais pour autant, prendre au sérieux les raisons pour lesquelles, dans notre organisation, il y a des endroits où ça ne marche pas, comprendre et proposer des solutions avant d'aller au fight. Et ça, pour moi, ça peut être porté vraiment par les métiers RH. C'est d'ailleurs bien souvent le cas dans plein d'organisations. C'est déjà le cas. Pour autant que ça matche avec un manager qui décide que dans son job, c'est aussi d'être encore une fois en contact avec celles et ceux qui bossent dans son organisation. Ouais, totalement. Mais c'est là que pour moi, c'est vraiment une vision d'entreprise. Moi, tu sais que j'ai fait beaucoup d'industries. Ouais. Et notamment, j'ai beaucoup travaillé dans les grandes usines automobiles. Et dans les grandes usines automobiles, on a vachement rationalisé la façon de produire. C'est merveilleux, hein, d'un point de vue intellectuel et ingénierie, c'est fantastique, si tu veux. Sauf que une des conséquences de ça, c'est que la tâche est calculée à la seconde, extrêmement répétitive. Alors, on a beau faire tourner les opérateurs de poste, c'est extrêmement répétitif. Et en fait, évidemment, on se retrouve avec des opérateurs qui ont des soucis de santé, parce que quand tu fais 25 fois la même tâche toutes les heures, au bout d'un moment, tu as des problèmes aux mains, aux genoux, aux articulations, ce que tu veux. Deuxièmement, tu les fais tellement pas réfléchir parce que ça t'arrange pas, en fait. Ça arrange pas ton taux de productivité, que du coup, ils réfléchissent pas. Donc, du coup, tu te retrouves avec des gens qui sont extrêmement détachés des enjeux de l'entreprise, puisque c'est des fourmis au service de ton truc. Et du coup, tu te retrouves à être dans des comités de direction, et putain, j'en ai animé des comme ça, donc je sais que ça existe, où on ne se pose que la question de « mais là, on n'a pas tout à fait les taux de productivité qu'on avait prévus, alors là, le RH, il est un peu mis... » Alors, il y a le mec qui fait la productivité qui dit « mais alors, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse une analyse du process pour voir machin ?» Et puis, tu as le RH qui dit, qui est mis un peu sur la sellette, il faut quand même voir, là, on a un problème de motivation, est-ce qu'on leur donnerait pas une prime ? Je dis pas qu'il faut pas donner une prime aux opérateurs, mais n'empêche que c'est quand même complètement débile. C'est-à-dire que tu es en train de me dire, va voir comment ils bossent. Va voir comment ils bossent et tu vas vraiment vite comprendre pourquoi ils n'y arrivent pas. C'est qu'en fait, leur métier, c'est l'enfer. Quand on ne va jamais sur le terrain pour voir la réalité des circonstances de travail des gens qui travaillent dans notre organisation, on est dans le travail prescrit. Je vous ai donné des instructions, vous avez 6 mois pour etc., pour y arriver. C'est parti, j'ai acheté une nouvelle machine, on y va. Sauf que quand tu vas sur le terrain, et c'est effectivement une bonne partie du job du RH, pas que, mais une bonne partie du RH, de voir la réalité, donc le travail réel, voir le système de contraintes, les absences, ce que je sais moi, les problèmes de fournisseurs, que sais-je, finalement, la réalité de l'exécution du travail, c'est là où tu te rends compte qu'effectivement, tu peux avoir des problèmes de productivité, tu peux avoir des problèmes de process qui sont inadaptés par rapport... En fait, le métier est dur, quoi. Mais en fait, on ne peut pas décider de ce genre de décision, et surtout, on ne peut pas décider et on ne peut pas ajuster les bonnes décisions si on reste sur de l'ordre du travail prescrit. C'est bon, on a coché la case. On n'y arrive que si, et moi, ça c'est aussi mon âme de sociologue, que si on va sur le terrain, interroger les gens et sincèrement regarder, observer, sans juger la réalité de l'exécution des tâches. Oui, il n'y a pas d'autre moyen. Enfin, et pour moi, on a fabriqué un système économique dans lequel il y a beaucoup de postes qui sont l'enfer à tenir, que ce soit des postes d'employés ou d'opérateurs dans l'industrie ou d'autres, mais on va dire surtout dans ces gammes-là, qui sont l'enfer à tenir et qu'on refuse de le voir parce que la productivité théorique qu'elle nous apporte est bonne. Mais en fait, c'est une productivité qui est totalement, comme tu dis, théorique, parce que d'abord, elle est super fragile, vu que les gens n'ont pas envie de faire ces métiers, donc du coup, c'est super compliqué de les motiver, etc., etc. Ils ont raison de ne pas avoir envie. C'est de la merde, hein, franchement, c'est horrible de faire ces métiers-là. Et je comprends qu'ils y aillent, ils ont besoin, mais en vrai, on les manage n'importe comment. Et en vrai, si on avait plus on se dit, mais attends. Là, on a tout optimisé avec des équations. Si on optimisait tout avec les humains, ça donnerait quoi ? Et moi, je te dis, quand on a l'occasion de le faire, ça donne mieux. En plus, ça donne mieux. L'humain est plus intelligent que le process. Et quand tu arrives, même dans des industries à forte cadence, on y arrive, à avoir des individus qu'on considère plus, à qui on donne plus d'intelligence et tout ça, en fait, ils trouvent des solutions magiques, y compris pour se préserver eux-mêmes des inconvénients hyper forts, hein, parce que quand je dis des inconvénients, c'est des maladies du travail, c'est très grave, hein,
qui suivent. Donc moi, je trouve que ça, c'est vraiment important. Mais toi, attends, je me permets de te poser une question. Mais du coup, toi, tu te engages comment, tu vois, dans une situation comme celle-là, une industrie qui a des problèmes de productivité, etc., mais qui quand même se pose des questions, sinon elle ne ferait pas appel à toi. Et ben du coup, c'est quoi ton angle d'attaque? Bah moi, c'est d'abord cette prise de conscience autour de vous avez des opérateurs ou des techniciens que vous payez plus cher que dans d'autres pays, et c'est très bien. Par contre, vous leur faites faire les mêmes tâches, et ça, c'est très con. Parce que du coup, là, il y a un vrai problème. Donc du coup, est-ce qu'on est d'accord que vous avez un problème logique dans votre façon d'aborder ça? Quand tu as un manager un peu éclairé, il capte qu'il y a un problème. Ouais. Une fois qu'on a dit ça, on va se rendre compte d'un truc tout bête. Je parle de l'industrie, ce que je connais bien, mais c'est vrai partout. C'est que une industrie, une usine a des problèmes. Donc, j'ai une petite phrase rigolote qui fait sourire, c'est les seules usines qui n'ont pas de problème sont les usines fermées. Une industrie a des problèmes qui ne sont pas que liés aux humains, mais qui peuvent être liés aux humains, qui sont liés aux machines qui tombent en panne, qui sont liés à plein de trucs, aux intempéries, à ce que tu veux, enfin, aux problèmes d'approvisionnement, tout ce que tu veux. Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, parce qu'une usine a des problèmes, elle nécessite donc de l'intelligence pour les résoudre. Ouais. Et c'est quand tu dis, OK, donc vous avez des opérateurs qui connaissent très bien leurs machines, qui connaissent très bien leurs produits, qui connaissent tout ça. Si maintenant, aujourd'hui, dans les systèmes de production actuels, quand il y a un problème, grosso modo, ils appellent leur chef. Dès que le métier devient intéressant, c'est plus pour eux. En gros, hein. Je simplifie, mais en gros, c'est ça. Et ben moi, je dis, il faut rendre le problème aux gens, quitte à les... Du coup, après, tu vas voir qu'ils ont plus de valeur ajoutée, donc tu vas les payer plus cher. Sauf que, comme ils ont plus de valeur ajoutée que tu les payes plus cher, ils vont aussi améliorer plus ton process. Et moi, j'ai fait ça dans une usine qui produit de la biafine, et je peux te dire que la biafine, c'est pas un produit très cher, donc c'est vraiment un produit qui nécessite... qui fait des grosses marges. Hein. On ne fabrique pas des parfums Hermès, hein, qui sont des produits à grosse marge que tu peux faire en France sans trop de problème. Là, la biafine, ça coûte que dalle. Mais quand tu commences à avoir des discussions avec tes opérateurs, et moi je me rappelle de la patronne Marcia, à l'époque, elle n'est plus là-bas, mais qui discutait avec ses opérateurs et qui leur disait, en fait, vous avez peur d'être délocalisé à cause des opérateurs chinois qui coûtent 5 fois moins cher, 10 fois moins cher que vous. Mais en fait, n'ayez pas peur, si vous vous posez la question chaque jour de comment vous améliorer les choses, ça va aller. Et un jour, il y a une dame qui vient voir Marcia et qui lui dit j'ai trouvé un petit truc, machin, et qui lui explique comment résoudre son problème. Et elle s'excuse à la fin en disant je suis un peu désolée parce que avec mon chef, on a calculé que ça nous faisait économiser que 1 000 € par mois, je crois. Énorme. Et Marcia, elle dit fais ça 3 fois dans le mois. Le travail que tu fais est beaucoup plus efficace que n'importe quelle organisation chinoise, ou ce que tu veux. Et du coup, c'est plus intéressant pour toi. Et du coup, j'utilise ton cerveau et pas que tes mains. Et du coup, on arrive à faire un truc. Quand tu commences à avoir cette dynamique, ça fait boule de neige. Ouais. Et tu te retrouves à avoir une automatisation des tâches. Parce qu'en fait, l'automatisation, ça ne crée pas de chômage. En fait, ça évite que les gens aient mal. Une automatisation des tâches les plus physiques. Et par contre, beaucoup plus d'intelligence, parce que plus tu automatises, plus tu as de problèmes. Et donc, tu as besoin d'intelligence. Et donc, tu as besoin de gens qui réfléchissent, qui se parlent. Comme là, dans une usine, il n'y a pas de télétravail, donc ça, c'est l'avantage. Qui se parlent, qui se demandent comment, à titre individuel, je peux essayer d'améliorer. Ou alors, ils le font collectivement, parce que j'ai besoin de plusieurs... Mais en fait, il faut mettre un peu les process de côté. Évidemment, une usine, il y a beaucoup de process, mais les mettre un peu de côté parce qu'on va les regarder de l'extérieur. Et cette industrie-là, elle fonctionne, y compris pour faire de la biafine, c'est-à-dire y compris pour faire des produits peu chers. Et ça, c'est en Normandie, hein, donc c'est pas en Hongrie ou quoi. C'est vraiment dans un endroit où les opérateurs sont chers par rapport à la moyenne mondiale, on va dire. Et donc, c'est vraiment intéressant. On arrive à faire des choses. Je ne dis pas que c'est parfait, mais on arrive à faire des choses. Et cette usine, elle est en train de s'agrandir. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Donc, on arrive à créer des spirales comme ça, où les gens commencent à comprendre que quand on a des gens intelligents et qu'on les considère comme tels, hop, on arrive à basculer dans un monde où, au lieu d'être tout le temps en train de contrôler, vérifier, engueuler, je caricature à peine, on va se retrouver dans un monde où on est amélioré, co-construire, réfléchir. Mais il faut donner du crédit à la petite dame qui vient et qui dit j'ai trouvé un problème. Il ne faut pas se dire elle a trouvé un problème, qu'est-ce qu'elle m'emmerde celle-là. Non, un problème dans une usine, c'est génial, ça veut dire qu'elle est ouverte et qu'elle tourne. Il n'y a que des problèmes dans une usine. Mais je pense que c'est vrai dans beaucoup de métiers. Dès qu'un métier tourne, il génère des problèmes. Et dès qu'il génère des problèmes, il demande de l'intelligence. Et de l'intelligence, on en a plein. Par contre, on l'utilise peu, c'est trop con.
Ouais, c'est ça que moi je fais dans les unes. Peut-être pour finir, on a eu une longue discussion. J'ai pris l'habitude dans mes petites interviews de demander aux managers qui discutent avec moi, et toi tu as un regard de sociologue, même si maintenant on voit que tu as fait bien d'autres choses que simplement de la sociologie, mais qu'est-ce que tu conseillerais ou qu'est-ce qui te paraîtrait le plus important pour un manager de terrain d'avoir en tête de ton expérience pour faire un petit pas dans le meilleur management de son équipe? Comment ce serait quoi le petit conseil d'Hélène? C'est d'être sur le terrain tout le temps, le moins possible dans son bureau. Même avec la porte ouverte. Même avec la porte ouverte. Et c'est aller regarder le travail réel des gens qui travaillent pour lui, pour elle. Et c'est de prendre le temps de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours effectivement, dans la présence d'un manager sur le terrain, le côté d'évaluation, d'observation pour savoir si le contrôle. Mais donc, et donc travailler sur soi-même pour que ça soit vraiment dans un regard de curiosité, d'ouverture. Et puis, j'ai un droit à un deuxième conseil ou pas? Ouais, t'as le droit à un deuxième conseil. C'est d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Ouais. C'est-à-dire, toujours pour attiser cette curiosité-là, finalement, c'est s'inspirer, s'inviter dans l'équipe d'à côté, solliciter ses pairs pour apprendre d'eux et créer du co-apprentissage. Eh ben, merci beaucoup pour ces 2 conseils. Donc, un en bonus, trop cool. Merci à toi. Donc, c'est Hélène Subrémond. Je pense que tu dois être sur LinkedIn si les gens veulent retrouver ton profil. Donc, Saint-Gobain Distribution. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec moi, Hélène. Merci à toi, Patrick.